cardiologue au CHU de Tana. On m'a demandé de parler de la prise en charge de l'infection au VIH à Madagascar et aussi de la réduction des risques. Est-ce qu'on peut avoir les diapos, s'il vous plaît? Donc, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation. Madagascar, c'est un grand pays, c'est la quatrième plus grande île au monde. On l'appelle d'ailleurs la Grande Île. Il compte 31 000 habitants. C'est un pays à ressources limitées. Et la prévalence a été toujours considérée comme faible, selon l'ONU-SIDA. Mais d'après l'ONU-SIDA aussi, Madagascar a l'une des prévalences les plus élevées au monde ces 3 dernières années. Et le nombre de personnes vivant avec le VIH aurait triplé en 5 ans. Donc en fin 2023, il y aurait près de 76 000 personnes vivant avec le VIH à Madagascar, mais seulement 22% de ces personnes connaissaient leur statut. Donc on était vraiment loin de l'objectif 3,95 fixé par l'ONU-SIDA. Je voudrais rappeler un peu l'historique de l'infection à VIH à Madagascar. Le premier cas a été découvert en 1987. Puis, on a observé une augmentation très progressive des cas. La prise en charge médicale proprement dite de l'infection à VIH a commencé en 2003 à Madagascar. Je suis l'un des 2 médecins formés et qui ont assuré la prise en charge des premiers cas à Madagascar. À l'époque, il n'y avait qu'un cas, un nouveau patient, tous les 3 à 6 mois. Et puis, le nombre de patients a augmenté progressivement. Et vers les années 2015-2016, on a considéré que l'épidémie était de type concentré à Madagascar parce que les personnes vivant avec le VIH appartenant aux groupes les plus à risque, comme les UDI, les professionnels du sexe, les AZH avaient une prévalence supérieure à 5% à l'époque. Et puis, les chiffres ont continué d'augmenter. Hein. Et puis, en fait, c'est en 2024, vous allez voir qu'il y a vraiment, entre 2023 et 2024, il y a près de 3000 nouveaux patients dépistés à Madagascar, en fait, parmi les patients suivis. Donc, il y a une augmentation très rapide des cas dans tous les centres et dans toutes les régions. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une amélioration du dépistage? Probablement, mais il faut dire qu'il y a encore beaucoup de cas dépistés tardivement. Et le dépistage n'est pas encore optimal chez les tuberculeux, les patients atteints d'infections sexuellement transmissibles et aussi chez les femmes enceintes, chez les groupes de personnes chez lesquelles le dépistage doit être vraiment plus que systématique. Et puis, on rencontre encore des problèmes de dépistage devant des symptômes ou signes évocateurs de la maladie. Il y a donc un dépistage tardif de beaucoup de patients qui sont diagnostiqués au stade avancé même, au stade sida avancé, ce qui complique vraiment la prise en charge. Et il y a une très haute probabilité pour ces personnes-là de mourir quand ils font 3, 4, 5 infections opportunistes très graves. C'est tout à fait normal, en fait, c'est pas étonnant parce que tous les facteurs de risque d'infection et de propagation de l'infection en VIH existent à Madagascar. Faible niveau d'éducation, précocité des premiers rapports sexuels, prévalence élevée des IST, mauvaise connaissance des gens sur les IST-SIDA, faible utilisation de préservatifs. J'en passe. Alors que on a vraiment oublié de parler d'infection VIH-SIDA, on a oublié de faire la sensibilisation pendant au moins une décennie à Madagascar. Concernant la prise en charge proprement dite, les patients sont pris en charge soit au niveau des centres hospitaliers de référence, il y en a 70 à Madagascar, et puis il y en a aussi qui sont pris en charge dans ce qu'on appelle les centres Test, Treat and Return, TTR, et puis il y en a aussi ceux qui sont pris en charge dans les drop-in centers, c'est des lieux de convivialité, surtout les personnes qui appartiennent au groupe à haut risque peuvent venir pour avoir un paquet de prévention, de traitement, de prise en charge.
On leur enseigne en fait beaucoup de choses pour qu'ils se sentent mieux dans ce genre de centre. Les centres TTR, ce sont en général des centres qui se trouvent au niveau des centres de santé de base de proximité. Donc là, la prise en charge est assurée soit par les médecins ou bien par les paramédicaux. Ils ont surtout comme mission d'assurer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au tout début. En fait, afin d'initier rapidement le traitement antirétroviral. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça parce que des fois, ils ont à gérer des patients très lourds et très gravement malades. Et puis, les centres hospitaliers de référence, il y a un paquet d'activités, d'offres de services plus importants. Là, on essaie de grouper au niveau du même service toutes les activités nécessaires à une bonne prise en charge des patients avec le VIH. Et la disposition des médicaments se fait même au niveau des centres, au niveau de ces centres de prise en charge. Les médecins référents, ce sont ceux qui travaillent en général dans les centres de référence. Ils prennent leurs fonctions après avoir été formés, après une formation théorique d'environ 2 à 4 semaines, selon les moyens. Et puis, il y en a certains qui ont été formés sur le tas. Il y a un programme de renforcement de leurs compétences. Il y en a qui sont des médecins spécialistes en maladies infectieuses, en médecine interne, des médecins généralistes, des pneumologues. Donc, il y a différentes sortes de professions médicales. Puis, le traitement antirétroviral, selon les recommandations de l'OMS, en fait, doit être initié le plus tôt possible, quand c'est possible. Mais ce n'est pas toujours possible quand les patients ont une infection opportuniste. Pour les patients symptomatiques, on essaie de rechercher activement les maladies opportunistes. Donc, outre l'examen clinique du patient, il y a un certain nombre d'examens que l'on pourrait proposer aux patients. C'est des cas de GeneXpert, biopsie tissulaire ganglionnaire, anapatre, imagerie. Mais en fait, c'est pas toujours. En fait, le plateau technique n'est pas toujours identique partout à Madagascar. Il y a beaucoup plus de plateaux techniques. Le plateau technique est plus performant au niveau des CHU et au niveau des centres plus importants. Et pour les patients très immunodéprimés, nous disposons du Tibilam, l'antigène cryptocoque, et aussi on peut proposer le fond d'œil, biopsie de différentes sortes, en fonction du tableau clinique. Concernant le protocole thérapeutique, nous avons, en première ligne, chez nous, on n'a pas beaucoup de choix thérapeutiques, il faut avoir 2-3 lignes maximum pour simplifier la logistique des ARV. Donc nous, la première ligne, c'est le tenofovir 3TC, le dolutegravir, qui, heureusement, marche très bien. Sinon, pour les gens qui ont un problème rénal, on préfère le mettre sous bacavir plus 3TC avec le dolutegravir toujours. Sinon, pour les gens vraiment en échec thérapeutique, qui est très très rare, nous utilisons la bacavir et le darunavir. La dispensation d'ARV se fait tous les 2 mois pendant le premier trimestre. On les habitue à fréquenter le centre hospitalier pour leur rappeler qu'ils doivent apprendre leur traitement au début. Et puis tous les 3 mois, pendant une année. Et puis après, si le patient est très observant, il vient en consultation tous les 3 à 6 mois. Et en même temps, on leur donne le médicament. Par rapport à la prise en charge, on peut rechercher, gérer les co-infections, les infections opportunistes, les comorbidités, parce qu'il y a aussi des patients âgés qui sont concernés, et puis il y a nos patients qui vieillissent avec leur virus aussi. On a essayé vraiment de renforcer ces derniers temps l'éducation thérapeutique, et on a essayé d'apporter le meilleur soutien psychosocial pour une meilleure rétention. Bon, pour les patients qui en ont besoin, on assure l'administration de la prophylaxie primaire et secondaire. À Madagascar, on a essayé depuis 3-4 ans de vraiment booster la dispensation du traitement préventif de la tuberculose chez les patients
qui n'ont pas de tuberculose active, mais ce n'est pas toujours facile. Le suivi clinique se fait après l'initiation du traitement, pour ceux qui sont en suivi en ambulatoire, 1 à 2 semaines après l'initiation, puis à 1 mois, puis à 3 mois, puis tous les 6 mois. Et puis pour le suivi biologique, la charge virale doit être faite à 6 mois, pour voir si on a atteint l'indétectabilité. Et puis à 1 an, et tous les ans, on a essayé de suivre les recommandations de l'OMS, parce que c'est un examen qui coûte cher, donc on ne peut pas vraiment demander à tout bout de champ. Et les LCD4, on fait aussi après 6 mois et 1 an. Et puis on essaie de faire les examens, le bilan de tolérance à 3 mois, à 6 mois, et après tous les ans, s'il n'y a pas de problème particulier. Mais s'il y a un problème particulier, les examens peuvent être faits de façon plus rapprochée. Concernant les principaux défis, hein, c'est, comme je disais, c'est le retard diagnostique du traitement. On a beaucoup de cas de tuberculose grave, multifocale, méningée, cryptococcose neuroméningée, diagnostic. Ici, l'autre problème, c'est le diagnostic et traitement des infections, des cancers surtout. Des cancers parce que ce n'est pas pris en charge par l'État. Donc, quand les patients ont un lymphome ou bien un Kaposi, la chimiothérapie, c'est les patients qui doivent payer. Et puis aussi, maintenant, on a de plus en plus de comorbidités. Les enfants, c'est vraiment, il y a un retard important par rapport à la prise en charge des enfants. Il y a un gros problème aussi pour la gestion des dossiers et des données. Il n'y a pas encore de digitalisation en Madagascar. Maintenant, on commence à parler de ça. Donc, comme je manque de données au niveau national, je vais parler de ce qui se passe dans mon service. Là, cette diapositive montre l'incidence des cas d'infection en VIH pendant 20 ans dans notre service. Au début, il y avait que 1 ou 2, 3 cas par an, mais à partir de 2016, ça a vraiment augmenté de façon importante. Et après la pandémie, ça a vraiment aussi augmenté. Donc en 2023, on avait 275 nouveaux cas. Et puis juste ça, 196, c'est juste les données premier trimestre de cette année. Donc concernant la file active, sur les 1544 dossiers disponibles dans le service, il y a une prédominance masculine, mais là, on a de plus en plus de femmes. Et puis, ce sont des sujets jeunes, de plus en plus de femmes et aussi de plus en plus d'enfants. Et là aussi, il y en a de plus en plus de cas de sida familial, c'est-à-dire toute la famille est touchée par l'infection en VIH. Mais il y a aussi des nouveau-nés, il y a aussi des personnes très âgées. On a en fait... On manquait vraiment de données par rapport aux infections opportunistes, donc on a essayé de faire ce travail dans le cadre d'une thèse de médecine dans notre service. Donc on a étudié les cas hospitalisés de 2023. Donc on a trouvé que c'était surtout des sujets jeunes, de 26 à 35 ans, surtout de 36 à 45 ans. Ces patients-là sont dépistés au stade 4 de l'infection à VIH. Dans près de 80% des cas, et près de 66% des gens-là découvrent leur séropositivité lors de l'hospitalisation. En fait, le taux moyen de ces 4 mois de découverte de l'infection VIH, c'est 50 par millimètre cube. Et puis, pour le profil, ça par rapport au statut matrimonial, il y a surtout les mariés, mais il y a aussi beaucoup de célibataires. Les circonstances de découverte, c'est sur l'altération de l'état général, l'amaigrissement, fièvre prolongée, diarrhée chronique, tout, troubles neurologiques. Les principales infections opportunistes sont la candidose dans toute sa localisation, suivie par la tuberculose dans toute sa localisation, mais on a 15% de tuberculose méningée dans notre service, la pneumocystose. On a aussi beaucoup de cas de cryptococcose. Presque tous nos patients, parce qu'ils sont dépistés très tardivement, bénéficient d'une ponction lombaire dans le service. Et puis, 10% ont une tumeur opportuniste. Par rapport aux co-infections, c'est l'hépatite B, 5,30%, l'hépatite C, 1,80%. Cette prévalence de l'hépatite B,
superposable à celle de la population générale. Et j'ai vu que c'est à peu près aussi comme ici à Mayotte. La syphilis, c'est 4,40%. Pour les autres IST classiques, on n'a pas vraiment de données par rapport à ça. Donc, en fait, il est possible maintenant de vivre bien avec l'infection en VIH. On a des patients que l'on suit depuis une vingtaine d'années. Donc, on voulait savoir, on voulait évaluer leur qualité de vie. Donc, juste en novembre 2023. Qu'est-ce qu'on a trouvé? En fait, c'était à peu près comme tout à l'heure, hein, on a pu recruter 159 patients. Donc, c'est surtout des personnes jeunes, prédominance toujours masculine. Mais là, ce qui nous a interpellés, c'est que 70% ont fait un niveau d'études, on va dire, universitaires. Ça nous a interpellés. Si les universitaires sont infectés, qu'est-ce qui se passerait chez les personnes qui ne sont pas éduquées? Ou bien est-ce que c'est les universitaires qui ont fait le dépistage? Ou bien est-ce que c'est les universitaires qui ont accepté de participer à cette étude? Mais les universitaires, les étudiants, en fait, c'est l'avenir du pays. Donc, c'est vraiment très inquiétant pour l'avenir du pays ici. Les futurs cadres sont infectés. Par rapport à leur profession, on a trouvé que 65% étaient des employés et 35% c'est caché, ils sont chômeurs, mais là aussi, on a retrouvé qu'il y avait 15% d'étudiants universitaires. Donc, dans ce résultat, j'en ai essayé de faire court. La qualité de vie globale était moyenne, 56%. Mais en fait, parce que soit ils se sentaient seuls, soit ils n'avaient pas de travail, soit ils n'avaient pas d'argent. Donc, il y a plein de choses qui contribuent à la qualité de la vie. C'est pour ça qu'en fait, on a voulu montrer cette étude parce qu'on voulait vraiment renforcer le soutien psychosocial pour nos patients. Donc, en résumé, la prise en charge médicale est là. On a essayé de décentraliser. Les ARV sont accessibles, mais la qualité, il y a une disparité de la qualité des soins. Ce n'est pas partout pareil. Disparité aussi de la qualité du plateau technique. On a besoin de renforcer le soutien psychosocial, mais aussi de meilleure coordination. Mais moi, je peux dire que les objectifs fixés par l'ONU-SIDA sont atteignables parce que nous patients, 95% de nos patients dépistés sont sous ARV et 93% de nos patients ont une charge virale indétectable. Donc, en voyant tout ça, on se posait la question s'il n'y a pas de passage vers une épidémie généralisée. Donc, on a un peu cherché dans d'autres travaux en cours. On a trouvé une thèse de médecine qui parlait de la prévalence de VIH et des hépatites virales chez les donneurs de sang en 2022. Et du coup, la prévalence du VIH chez les donneurs familiaux était de 1,83%. Et puis, chez les donneurs bénévoles, ceux qui donnent régulièrement leur sang et qui font plus attention, hop, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est 0,9%. Donc, on a tendance à croire qu'on est en train de passer vers l'épidémie généralisée parce que, en fait, d'après cette classification, on peut parler d'épidémie généralisée quand 1% de la population générale est infectée. Et ce qui se passe chez les donneurs de sang et aussi chez la femme enceinte reflète ce qui se passe dans la population générale. Donc, il y a plein de challenges, il y a plus en plus de cas dans nos centres. Il y a une insuffisance en ressources humaines, insuffisance des intrants. Mais en fait, on a surtout constaté que la pandémie de Covid ne nous a pas aidés. Ça a vraiment aggravé la situation parce qu'on ne pouvait pas faire la sensibilisation, le dépistage, la prévention, retard de la prise en charge pendant cette épidémie. Mais s'il y a d'autres nouvelles épidémies qui apparaissent, qu'est-ce qui se passerait? Et puis, ce qui se passe pourrait encore augmenter la précarité et la pauvreté de la population. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut compter sur les expériences d'autres pays. En fait, cette épidémie est un peu tardive par rapport à ce qui se
passe dans d'autres pays africains ou ailleurs. Mais je pense qu'il y a déjà des expériences positives qu'on pourrait adapter dans notre contexte. Donc, ce qui nous amène à parler en fait de la politique de réduction des risques. Non, à part ça, c'est déjà en Madagascar, depuis 3 ans, on essaie de renforcer le dépistage. On fait maintenant l'index testing. On fait l'autodépistage avec Ola Quick. C'est des projets, hein. C'est dans le cadre de projets. On essaie vraiment de renforcer le dépistage à l'initiative des soignants, aussi à l'initiative des patients. Et depuis cette année, on a vraiment renforcé la sensibilisation, la prévention au niveau des jeunes universitaires, des étudiants. Et on a aussi commencé à faire la PrEP surtout dans le cadre de projets. Donc, concernant la réduction des risques, moi j'ai choisi de parler de la réduction des risques chez les UDI, qui est un phénomène. En fait, la consommation de drogue injectable est un phénomène nouveau à Madagascar. Il a apparu depuis à peu près 5 ans. On pensait qu'on était à l'abri, mais on a de plus en plus de consommateurs de drogue injectable. À Madagascar, ils sont répartis dans les 9 grandes villes. Ils utilisent surtout soit la cocaïne, soit l'héroïne. Chez nous, on l'appelle Roro. Ils touchent toutes les couches de la population, mais touchent de plus en plus les jeunes. La consommation, la vente, la commercialisation de ces substances illicites sont vraiment pénalisées à Madagascar. On risque vraiment d'aller en prison, ce qui complique la situation. D'après l'enquête de séroprévalence biologique comportementale réalisée en 2022 dans 2 villes, il y a augmentation de la prévalence du VIH chez ces personnes-là. Elle est passée de 8,2 en 2016 à 13,1 en 2022. Donc, hélas, malgré la sensibilisation, des dépistage qu'on a fait, en fait, il y a seulement 34% de ces personnes qui ont pu avoir des seringues stériles de façon gratuite dans les 12 derniers mois. Et près de 20%, même s'ils ont ça, ils avaient tout ça, ont utilisé du matériel stérile. Le plus gros problème, c'est la répression faite par les forces de l'ordre à Madagascar. C'est les pères éducateurs qui assurent en fait, l'encadrement de ces personnes-là, mais dès qu'une personne est attrapée avec en possession une seringue, elle risque vraiment la prison. On a en fait essayé vraiment de faire beaucoup de plaidoyer. On a dit aux magistrats, aux députés d'être un peu plus tolérants par rapport à tout ça, parce que pour réduire les risques d'infection chez ces personnes-là. Mais pour le moment, c'est vrai, ils veulent rien entendre. Pour eux, c'est une incitation à l'utilisation de ces drogues illicites. Donc, malgré tout ça, on a essayé de redynamiser le comité technique multisectoriel qui était en train d'être dissous. On a dû redynamiser. Maintenant, c'est redynamisé en juillet 2023. Et puis, en fait, le souci, hein, c'est la réduction des risques UDI ne concerne pas seulement la santé, mais inclut aussi d'autres domaines comme la sécurité publique, la justice, la population, l'éducation nationale. Il faut vraiment travailler en multisectorialité. Donc, le programme RDRD, pour pouvoir mettre en œuvre ces actions, va collaborer avec ces autres domaines, afin de mettre en place un système de prévention et une prise en charge pérenne. Mais ce n'est pas encore gagné. Malgré tout ça, même s'il y a des problèmes, il faut toujours bouger. Les problèmes ne doivent pas nous arrêter, il faut toujours avancer. Donc on a fait des descentes auprès des régions ou des zones les plus à risque, et surtout à Nosibé, Diego, Majenga et Sainte-Marie. Miatana, il y en a aussi pas mal. Donc on a parlé aux préfets, aux maires, aux députés, aux différentes organisations de société civile, les leaders religieux, les leaders de toutes sortes, et puis les forces de l'ordre. On les a un peu amadouillés, et puis on les a expliqué les risques. Et justement, parfois, quand on aborde ces problèmes-là,
il y a toujours une personne au placé qui dit que un de ses enfants, un enfant de ses collègues, un enfant dans la famille pratique, consomme des drogues injectables. Donc là, il y a plein de choses, des actions à réaliser, mais je pense que parmi les choses à faire, c'est vraiment de revoir la loi concernant la consommation de drogue. En fait, on veut, si les gens consomment, possèdent juste quelques grammes d'héroïne, nous, on fait le plaidoyer qu'il faut les orienter vers un centre de prise en charge des toxicomanes, afin de les suivre, pour remplacer, en fait, pour qu'ils n'utilisent plus de drogue injectable, mais la méthadone au moins. Après, mais il y a aussi beaucoup de résistance de la part de nos psychiatres parce qu'ils disent que ils sont habitués ils étaient dépendants d'une drogue, on va encore les mettre sous d'autres drogues pendant à vie. Donc les choses ne sont pas faciles, mais on essaie toujours d'avancer. Puis on a mis en place le plan stratégique national PSN RDR UDI parce que on sent que depuis cette pratique à Madagascar, on a de plus en plus de cas aussi. Et puis voilà les paquets de services qu'on essaie de rendre disponibles. C'est faire une communication sur les risques infectieux, partager des seringues et des écus propres, faire la promotion et distribution de préservatifs et lubrifiants, mettre en place, offrir un service de santé sexuelle et reproductive, assurer la prise en charge par la méthadone et le naloxone pour les gens qui font overdose. Et puis, ouverture de centres médicaux avec soutien psychosociaux et voir l'environnement de toutes ces personnes-là. On essaie de voir des prises en charge efficaces, individualisées, en fonction en fait, du profil du consommateur. Donc, on fait tout cela. Il y a de plus en plus de challenges, mais on ne baisse pas les bras. Je pense que si on essaie vraiment de sensibiliser les gens pour qu'il y ait une prise de conscience déjà par rapport à ce problème. Et aussi essayer de renforcer le dépistage, essayer d'atteindre les 3,95 parce que comme ce qui se passe à Mayotte, notre premier challenge, c'est le premier 95. Et après, en fait, on fait tout ce travail pour une génération future sans sida. Et sur ce, je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup, professeur Mami. Des questions? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir là par rapport au cas chez les enfants, il y a un dépistage, comment les grossesses sont suivies à Madagascar? Et est-ce qu'il y a un lien avec les infectiologues éventuels si jamais il y a une sérologie ou un TROD systématique? Normalement, toutes les femmes enceintes doivent faire dépistage VIH, si possible au premier trimestre de la grossesse. Mais le souci à Madagascar, c'est que les femmes, il y en a beaucoup qui ne vont pas dans les centres de santé, elles vont chez les matrones, et du coup, elles ne peuvent pas bénéficier du dépistage qui est gratuit. Donc, je dirais que près de 40% des femmes, pour différentes raisons, ne vont pas vers les formations sanitaires. Quand elles sont dépistées, elles sont orientées vers soit les centres TTR de proximité, soit centres de prise en charge. Et quand, pour les femmes qui sont dépistées au niveau des grandes villes, il y a une collaboration étroite entre soit les sages-femmes, les gynécologues et aussi les infectiologues ou le médecin référent qui assure la prise en charge dans la région. Merci Mamie pour ce belle présentation. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle ça monte sur les courbes. En tout cas, quand vous faites vos interventions dans les universités, vous avez l'impression que la population générale se rend compte que la situation est en train de changer très vite? Oui, maintenant les gens commencent à comprendre que la situation est en train de changer très vite. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû faire un plaidoyer auprès des décideurs et aussi des ambassadeurs pour montrer la gravité de la situation à Madagascar.
Parce qu'en fait, nous pensions qu'on était à l'abri à cause de l'insularité et aussi du fait que les Malgaches sont circoncis à 99%. Parce qu'il y avait beaucoup d'études qui ont montré que la circoncision protégeait contre l'infection VIH, mais bon, ça ne nous a pas protégés, ce n'était pas suffisant. Donc la population maintenant est de plus en plus, du moins, consciente. Mais, parce qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes. Mais le souci, c'est que les jeunes qui se trouvent dans les zones enclavées, en milieu rural, n'ont pas accès à ces réseaux sociaux. Parce que la connexion Internet est chère. Je voulais juste poser une question parce qu'au niveau porteur du virus, vous étiez à 76 000, c'est ça? Et quand on voit bénéficiaires des ARV, c'est 16 000. On a à peu près 20% de bénéficiaires d'ARV. Et parmi ces bénéficiaires d'ARV, c'est ceux que vous avez présentés, c'est juste les gens qui sont hospitalisés et qui sont malades. Et avec un contrôle de charge virale à 93%, mais pour les patients hospitalisés et malades qui représentent vraiment les 10% des 16 000 sous ARV. C'est ça que je voulais voir. En fait, merci pour la question. Moi, je montrais la situation de mon service. Je ne parlais pas de ce qui se passe réellement au niveau de tout le territoire parce que je n'ai pas accès à ces données-là. J'ai essayé d'avoir les données pendant 2 semaines, mais on ne me les a pas envoyées. Du coup, je me suis contenté de partager avec vous les données de mon service, que je connais mieux. Donc, c'est ça que j'ai montré. Mais je sais que mes collègues qui travaillent aussi dans les autres régions feront vraiment de leur mieux, mais c'est vrai, on a beaucoup de patients très très malades. Heureusement, on réussit à en sauver pas mal. Mais je dirais qu'il y a peut-être entre 15 à 20% de mortalité, ce qui est vraiment considérable. Donc, nous sommes en train de vivre ce que les pays développés ont vécu il y a une trentaine d'années auparavant. Avec peut-être beaucoup moins de moyens, mais aussi en bénéficiant de l'expérience des autres. Je suis désolée, j'ai une autre question. Il y a une délivrance donc, des traitements gratuites. Est-ce que c'est uniquement le médicament ou les frais de suivi, notamment les frais de transport pour aller au centre, tous les autres frais Oui, le traitement est gratuit. Dans certaines régions, le déplacement est pris en charge, donc c'est gratuit. En fait, c'est toujours pris en charge dans le cadre de différents projets. Dans d'autres régions, il n'y a pas de bailleur, il n'y a pas de prise en charge du frais de transport. Moi, j'ai montré tout à l'heure, par exemple, le scanner et tout ça. Dans certaines régions, il n'y en a pas. Nous, dans notre service, on a cette chance. Parce que nous on se trouve dans la capitale, on est proche du programme de lutte contre les IST-SIDA, il y a des bailleurs. Donc on s'est bataillé pour leur demander de faire cet examen parce qu'au moins 25% de nos patients ont des troubles neurologiques graves. Donc on ne peut pas se passer du scanner au moins cérébral. Parfois, on demande beaucoup de choses. Merci. Une autre réaction? Juste une petite question. Est-ce qu'on dose les CD4 à Madagascar? Parce que comme l'OMS a quasiment supprimé le dosage de CD4 dans beaucoup de pays au bénéfice de la charge virale seule, j'ai vu que vous aviez des patients, vous avez parlé de CD4, mais est-ce que dans le reste de l'île, on peut doser les CD4? Oui, dans le reste de l'île, on peut doser les CD4. On a les PIMA, c'est les petits appareils là, fournis. Le seul souci, c'est qu'il y en a de moins en moins. Il y a la société qui fabrique ces machines-là ne produisent plus de réactifs. Mais nous, on est obligé de doser les CD4 pour savoir quelles sont les infections opportunistes que les gens pourraient présenter et surtout aussi pour voir si on a vraiment obtenu la restauration immunitaire. Et surtout quand les patients ont retiré aussi leur traitement, on a envie de savoir
ou ce qu'on y sent par rapport à leur CD4. Moi, j'avais plus une question du côté de tout ce qui est association et points de dépistage, par exemple. Enfin, du coup, ici, on peut avoir différents CGID ou même une proposition d'étrode par des associations communautaires. Est-ce qu'à Madagascar, vous avez des associations qui sont un peu fléchées de ce côté-là pour pouvoir faire, par exemple, des trôdes? Est-ce que c'est gratuit? Pardon. Est-ce que du coup c'est par exemple gratuit et les autres points de dépistage, enfin j'imagine que c'est pas du tout le même système de santé ici avec des CGID, mais est-ce qu'il y a ça aussi? Et quel lien du coup il y a entre ces associations ou ces points de dépistage et le service hospitalier? Ah oui, à Madagascar, en fait, heureusement, jusqu'à maintenant, on a encore le dépistage VIH est gratuit si on le fait dans on dirait dans le secteur public, dans les centres de santé publics. Mais on a aussi pas mal d'associations qui font le TROD. Et quand ils découvrent, quand il a des pistes, un patient ou des patients positifs, ils nous emmènent les patients dépistés, nouvellement diagnostiqués ayant le VIH. Chez nous, je peux vous trouver ça et je peux vous donner ça. Il y a Enga AIDS, il y a MADEDS, il y a la FIFAFI, il y en a d'autres, ça change en fonction des régions. Madagascar, il y a actuellement 24 régions, donc il y en a beaucoup. Il y a SOS. Mais maintenant, on essaie vraiment de pousser vraiment le TROD communautaire. Parce que c'est vraiment, on pense que c'est le moyen d'arriver à atteindre le premier 95. C'est des génériques. Comme Téno 3TC Dolu, qui était la première ligne, là, ça coûte combien par an un traitement comme ça à Mada? Ça ne coûte pas trop cher. Je pense que ça coûterait entre... Je voulais te poser la même question. Hein. Par le Fonds mondial, par tous les pays à ressources, on dit ça, les pays à ressources limitées, c'est le Fonds mondial qui finance, qui donne au pays. Et puis on fait à la base, comment on ne fait pas faire le dépistage gratuit de l'hépatite B? À la base, il faut mettre de tenofovir. Ils rajoutent 3 TC et puis ils ont fait un plaidoyer Afra VIH 2018. Médecins sans frontières a fait le plaidoyer pour que le dolutegravir soit génériqué dans tous ces pays. Donc ils ont dolutegravir, Téno et 3 TC. On n'a que des génériques chez nous. Et ça marche bien. Une autre... Oui, Aurélie. Vous avez parlé de la PrEP comme moyen de prévention. Est-ce que là-dessus, vous avez des chiffres sur l'adhérence au traitement, sur la disponibilité du traitement? Et est-ce que la délivrance est gratuite? Oui, la délivrance est gratuite. On fait encore la PrEP dans le cadre d'un projet financé par le Fonds mondial. Mais je n'ai pas de chiffres en tête. C'est très compliqué chez nous d'avoir des données, surtout des données nationales. On a l'impression que les gens ne veulent pas partager avec vous certaines données. Mais en discutant comme ça, avec les responsables de ce projet, il y a une très bonne adhérence. Parce que c'est un projet, hein, donc il y a un très bon accompagnement, un bon suivi. Mais quand le projet sera terminé, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en général, les gens adhèrent bien au traitement, à la PrEP. Oui, c'est ça. Et du coup, pardon, quelles sont vos populations cibles pour la PrEP? Les populations cibles, c'est surtout les ASH. Et puis les conjoints qui se trouvent dans une situation de sérodiscordance. Moi, j'ai plus vraiment assisté aux réunions par rapport à ça, mais ils ont récemment changé un peu de choses, mais c'était initialement ça. Et les femmes qui sont mariées à des hommes qui sont séropositifs, qui sont pas mal observants. Et peut-être aussi des professionnels de santé. Mais ils ont élargi des choses. Hein.
Ce que je dis, les professionnels du sexe. C'est ça que je voulais dire. Pas de santé, mais de sexe. Merci beaucoup, professeur Merci. Mami, sur vos applaudissements.